Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Pouvoir en place, opposition, tout le monde a le droit de parler ici sur le panel des cadets. Mais il y a certaines attitudes seulement qu'on ne peut pas accepter. Et il y a un manque de respect que l'opposant se permet d'avoir qu'on ne peut pas accepter. C'est tout. Sinon, quand les gens parlent, on ferme sagement notre micro, comme l'a fait ce debout de GPS là tout à l'heure là. Et lui-même, il sait pertinemment que il n'y a que sur le panel des RHDP qu'il peut parler ce genre de bêtises là. Et puis ça ne va pas passer. Il traite en bas boy d'être un gars qui est dans le grain. Mais entre toi et puis en bas boy là, qui est dans le grain? Qui mange arachide même dans le grain même? Tu savais pertinemment que tout ce que tu racontais, c'était des bêtises. Voilà pourquoi toi seul, personne ne t'a descendu ni quoi que ce soit. Tu as fini de raconter toute ta merde là et puis tu as fui. Comment tu peux venir dire, en bas boy te dit, on a fait le classement africain des pays les plus électrifiés. La Côte d'Ivoire figure dans le top 5. Et toi tu dis non, mais comment en bas boy peut dire ça? Et que toi à Benjerville, il y a certains quartiers à Benjerville, il y a des coupures d'électricité là-bas. Bon, regardez-moi un gars comme ça. Voici des gens, quand ils parlent avec nous, on a l'impression que nous là, nous ne sommes pas ivoiriens. Ou bien on n'est pas né en Côte d'Ivoire, on n'a pas grandi en Côte d'Ivoire. Il n'y a que eux qui sont ivoiriens, il n'y a que eux qui connaissent la Côte d'Ivoire, il n'y a que eux qui maîtrisent la Côte d'Ivoire. Quand en tout cas moi on dit je discute avec eux, c'est l'impression que j'ai. Frère, nous tous on connaît la Côte d'Ivoire sur le panel ici, puis on est là. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Côte d'Ivoire que quelqu'un ici. Benjerville là, c'est un quartier qui est en perpétuelle extension. Benjerville ne finit pas de s'agrandir. Je répète encore. Ceux qui connaissent Benjerville là, ils savent de quoi je parle. Benjerville est un quartier où à chaque fois on construit de nouvelles maisons, de nouvelles cités. Est une ville, où à chaque fois on construit de nouvelles cités, de nouvelles maisons. C'est en perpétuelle extension. Depuis autant de temps. Donc un quartier ou bien une ville qui est en plein développement comme ça, comme Benjerville, ou bien comme Songon, mais c'est normal, frère, que dans certaines localités, pour cause de travaux et compagnie, il puisse y avoir des coupures à des moments. Moi, je ne sais pas comment vous comprenez la chose, quoi. Ici, là, moi, je pensais que quand tu allais prendre la parole, si tu voulais vraiment rebondir sur les propos d'Amba Boy, c'est de dire que Amba Boy, ce que tu as dit là, c'est faux. La Côte d'Ivoire ne figure pas dans le top 5 des pays les plus électrifiés d'Afrique. Cadet, mets-moi en grand. Et puis tu allumes ta caméra, tu nous montres ce top 5 là, on va voir nous tous si la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Voilà où moi je t'attendais. Mais c'est pour dire que non, à Benjerville, il y a des coupures d'électricité. Et puis j'ai écrit dans les commentaires, mais est-ce que tu t'entends parler, cher frère? Toi-même, tu dis dans ta propre bouche, coupure d'électricité. Parce que pour qu'il y ait coupure là, il faut qu'il y ait d'abord l'électricité. Je répète encore, pour qu'il y ait coupure, il faut qu'il y ait d'abord l'électricité. C'est parce qu'il y a l'électricité qu'il y a coupure. Si aussi il n'y a pas d'électricité, comment ils vont couper? Certains villages en Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore reçu l'électricité, qui n'ont jamais vu la lumière depuis que ce village existe, depuis autant de colons jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont même pas de poteaux électriques dans leur localité là. Est-ce que ceux-là peuvent parler de coupure d'électricité? Puisque l'électricité n'existe même pas là-bas. Ils ne savent même pas c'est quoi l'électricité. Pour qu'ils vont parler de coupure? Si tu parles de coupure, c'est que l'électricité est là. Donc les coupures là peuvent avoir plusieurs raisons. Ça peut être des travaux sur la ligne, ça peut être un poteau qui est tombé. Voilà, je donne 1001 raisons comme ça. Mais ces coupures-là sont expliquées. Même en France, là, qui fait partie de la 5e ou la 7e puissance mondiale, là. Mais en France, même là, on coupe courant. Aïe! Vous ne savez pas ça? En France, là, on coupe courant. Même aux États-Unis. Actuellement, là, il y a un poteau qui est tombé. Donc, ça fait que la connexion chez moi-même, ça bug parce qu'ils disent que la société qui doit venir arranger les câbles et autres n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas forcément de la faute de Macron. C'est un phénomène naturel. C'est pourquoi je dis, les gens ils prennent tellement de raccourcis et ça prouve en réalité qu'on les a tellement damé le pion, ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas d'arguments. Donc ils vont chercher des arguments farfelus là qui ne tiennent pas la route. Nous, lorsqu'on disait à Laurent Gbagbo qu'il a échoué au niveau de sa politique d'électrification en Côte d'Ivoire, on ne disait pas à Laurent Gbagbo parce qu'il a coupé. Non, 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 non. Tout à l'heure, on a fait un débat, ce qu'on appelle un argumentaire très objectif. On a dit Laurent Gbagbo a pris le taux de couverture en électricité de la Côte d'Ivoire à quel pourcent et puis il a laissé ça à 33%. Pourquoi il n'a pas fait mieux que son prédécesseur ou mais que ses prédécesseurs? Voici là où la question se posait. Alassane Ouattara a pris ça à 33%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90%. Il a battu le record.
Voilà où le débat se pose. Donc, on ne va pas dire Laurent Gbagbo a échoué parce que moi, on dit au temps de Laurent Gbagbo, j'étais dans ma maison, j'étais assis avec ma copine, il faisait chaud, et puis un coup comme ça, le courant s'est coupé, et puis le ventilateur a cessé de fonctionner. Vraiment, j'ai pris mon habit pour me souffler, donc Laurent Gbagbo a échoué. Aïe, aïe. Voilà le type de réflexion que vous voulez forcément qu'on ait. Ça, là, ça abrutit les gens, ça rétrécit le cerveau. Excusez-nous, mais vraiment, on n'a pas envie de baigner dans ça. Il faudrait qu'on hausse un peu le niveau du débat quand même. Haussons un peu le niveau du débat. Dites-nous qu'Alassane Ouattara n'a pas envoyé la couverture, comment on appelle ça, en électrification de la Côte d'Ivoire à plus de 90% et que la Côte d'Ivoire ne figure pas dans le top 5 des pays les plus éclairés d'Afrique. Voilà où on veut vous envoyer. Mais vous nous envoyez dans des trucs individuels. La Côte d'Ivoire, là, c'est 322 462 km². Benjerville l'a fait combien de kilomètres carrés? Et puis quand tu parles de Benjerville, là, c'est pas tout Benjerville. Ça peut être certains nouveaux quartiers de Benjerville. C'est comme quand tu parles d'Anyama avec Delo, là. Mais c'est pas tout Anyama. Et puis tu dis non, ils ont construit château d'eau. Oui, toi-même, hein, tu dis il y a problème. Ça sert à quoi de construire des châteaux d'eau et puis il n'y a pas l'eau? Et puis dans toi-même, ta propre bouche encore, tu dis non, le château d'eau là n'est pas... Toi-même, dans ta propre bouche, tu dis, ça sert à quoi de construire un château d'eau s'il n'y a pas l'eau dedans pour approvisionner la population? Et encore, dans la même phrase là, toi-même, dans ta propre bouche, encore, tu dis, le château d'eau là, la construction n'est pas encore terminée. Ah, frère! Mais comment un château d'eau dont la construction n'est pas encore terminée là, on va approvisionner la population en eau potable via ce château d'eau là? Est-ce que quand vous parlez, vous vous entendez même vous-même, quand vous parlez là? Vous les opposants là? Quand vous voulez parler du travail, du colossal travail qu'Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire là, est-ce que quand vous parlez, est-ce que vous-même vous entendez? Le problème dont on parle là, dans le quartier d'Anyama là, c'est un problème qui date d'il y a 2 mois. Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir, ça fait 2 mois. Je suis désolé. Alassane Ouattara au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Je pensais que vous allez monter sur ce panel-là pour dire que depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, depuis 15 ans là, à Nyama, il n'y a pas l'eau. Depuis 15 ans. Je pensais que quand vous allez monter sur ce panel-là pour dire que depuis 15 ans, en Côte d'Ivoire, dans telle localité, il n'y a pas d'électricité. Frère, il peut y avoir des problèmes sur la ligne, mais je ne comprends pas, franchement. C'est quoi ce débat stérile là, en fait? Non, ça fait maintenant 1 semaine, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas de l'eau ici. Alassane Ouattara a échoué. Ah! On peut raisonner comme des moutons comme ça. Pourtant, vous, arrêtez de nous voler notre titre. Hein. C'est nous les ados moutons là, c'est pas vous. Les moutons là, c'est nous, c'est pas vous. S'il vous plaît. Vous êtes les wow-wow. Faut pas vous allez mélanger les titres ici. S'il vous plaît. J'attends le premier qui va venir me dire qu'Alassane Ouattara a échoué parce que en Côte d'Ivoire, depuis 15 ans, il n'y a pas l'eau. Et puis quand vous parlez comme ça, la façon dont vous parlez, vous êtes tellement méchant envers votre pays que les gens de l'AES, ces tocards là aussi, ces misérables là, prennent ces mêmes propos dans vos bouches et puis généralisent. C'est-à-dire que quand tu les entends parler, quand tu mets tes 2 pieds en Côte d'Ivoire, la personne se lave parce qu'il n'y a pas l'eau. On ne prépare même pas parce qu'il n'y a pas l'eau. Je te jure, hein, si tu n'es pas ivoirien et que tu passes sur ce panel-là, quand tu vas écouter ces minables-là, c'est ce que tu vas déduire. Oh putain, c'est même pas ça. C'est comme ce matin-là, ça c'est une parenthèse. Hein. Ce matin-là, j'étais en train de scroller et puis je suis tombé sur un jeune là, il avait 7 personnes qui le suivaient. Tu vois? Et il était en train de raconter des choses. Il dit non, en Côte d'Ivoire, que lui, il partait dans une école publique et que les blancs qui fréquentent dans cette école publique primaire là ne se coiffent pas les cheveux et on demande aux enfants africains, aux Ivoiriens qui sont là-bas, là, eux de se coiffer les cheveux, de se fourrer, tout et tout, que c'est l'aliénation. Il est parti dans tous les sens avec ça. Je suis monté, j'ai dit, mais frère, pourquoi tu fais ça? Et puis il était en train de parler avec un arabe ou un blanc là. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux forcément donner une mauvaise image de ton pays? Je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes dans cette campagne? Qui vous paye même? Comment tu peux poser la question? Il dit qui vous paye. Franchement, je ne sais même pas qui les envoie. Comment tu peux poser la question de savoir est-ce que ce sont les cheveux là? Si ce n'est pas coupé, c'est ça qui fait l'intellectualisme ou pas? J'ai dit, mais c'est con, c'est idiot. Si tu veux même faire te raser ta tête à blanc, si tu es con à l'école, tu es con à l'école, ça n'a aucun sens ta question là. C'est une question de civisme, c'est une question d'être propre sur soi-même. Tu comprends? Il faut être fourré, il faut bien coiffer tes cheveux, tout et tout. C'est une question de t'apprendre toi-même dans la vie à être bien dressé. Ceux qui sont à l'internat là, on les apprend même à bien dresser leur lit. Ça va les servir pour demain. Voilà comment ça se passe. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais donc à l'armée là,
Quand vous partez à l'armée, et puis on demande aux militaires, pendant la formation, on demande aux militaires d'apprendre à bien repasser leur tenue militaire là, sans qu'il y ait un pli, d'apprendre à bien ranger leur placard, d'apprendre à bien dresser le lit, sans qu'il y ait un pli. Est-ce que c'est le pli dans la bille là, le pli dans le tissu là, qui va partir faire la guerre? Mais pourquoi on apprend ça aux militaires? C'est la discipline, c'est le civisme. Mais vous ne comprenez même pas toutes ces choses-là. Et moi, je trouve que ce sont de très belles initiatives. Si dans d'autres pays, ils ne veulent pas obliger leurs élèves dans le public à bien se couper les cheveux, à être propres sur eux-mêmes, mais ça n'engage que eux. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui que ces histoires-là, ça date depuis Houphouët-Boigny. Et c'est une bonne chose qui est passée de génération en génération jusqu'à aujourd'hui sur Alassane Ouattara. Donc, ça, c'est une parenthèse pour dire que voici le genre de campagne que font les opposants de Côte d'Ivoire sur la toile. Et vraiment, le débat vole tellement bas qu'à un moment donné, on a la paresse même de monter et de discuter avec vous. Maintenant, pour chuter Dame Ouattara, le monsieur nous parle de taux de pauvreté, Banque mondiale et compagnie. Mais ça me fait rigoler. C'est nous, on dit le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara là, a reculé. Quoi fait? Aïe, on dit ça avec assurance. Quoi fait? Reculer loin là-bas. De 55%. C'est-à-dire, d'abord, on va partir pas à pas d'abord. Gbagbo avait une population de 20-21 millions d'habitants à gérer. 20-21 millions d'habitants, grand max à gérer. Il a échoué à la sécurité, il a échoué en économie, il a échoué sur tous les plans. Et la pauvreté était galopante. Et la moitié de la population était pauvre. Et Kader, pour aller plus loin dans mon plus de la moitié. On dit ça en français, il faut dire plus de la moitié était pauvre. Plus. Bah oui, parce que 55, c'est plus de la moitié, exactement. Plus de la moitié de la population était pauvre, et très pauvre. Et pour aller même plus loin dans mon argumentaire, parce que pour fixer le barème de pauvreté là, il y a des critères qu'on évalue, il y a des critères qu'on utilise. Le critère qu'on a utilisé pour dire que si tu n'as pas telle somme, tu es considéré comme pauvre. Au temps de Gbagbo là, c'était $1. Écoutez-moi très bien, hein? C'était $1. On dit toute personne qui vit sous un seuil $1 par jour est considérée comme pauvre. Voici le critère avancé par la Banque mondiale. Aujourd'hui, là, non, excuse-moi beaucoup. Voilà. Il faut dire que $1, ça faisait 450 francs. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'avait pas la possibilité de se faire d'avoir 450 francs par jour. C'est important. Il faut dire voilà. Plus de la moitié de la population n'avait pas la possibilité de se faire, c'est-à-dire 55 personnes sur 100 personnes n'avaient pas la possibilité de se faire 400 francs CFA par jour en Côte d'Ivoire. Donc, on a estimé que plus de la moitié, c'est-à-dire 55 ou un peu plus de 55% étaient considérés comme pauvres. Alassane Ouattara accède au pouvoir. La population, la démographie s'accroît. C'est-à-dire la population augmente. D'accord? Et entre-temps, les critères pour évaluer la pauvreté là, au niveau de la Banque mondiale ont changé. On passe de $1 à $3,5. Vous voyez que la somme maintenant qu'on va prendre pour dire que tel est pauvre, cette somme-là a augmenté. Mais malgré l'augmentation de cette somme-là, malgré la démographie croissante, le taux de pauvreté a reculé. Et voilà de quoi on parle. Voilà comment on fait un raisonnement logique. Malgré l'accroissement du critère de la somme qu'on évalue pour dire que tel est pauvre, là, malgré que ça s'est accru, malgré que la population aussi s'est accrue, normalement, si la population s'accroît, il doit avoir des difficultés. Puisque Gbagbo, avec 20 millions, il n'a pas pu gérer. Et 55% étaient pauvres. C'est-à-dire plus de 10 millions d'Ivoiriens. Mais ça veut dire que, sous Alassane Ouattara, plus la population est galopante, il doit avoir aussi du mal. Mais au contraire, il a fait reculer ce taux-là. Et voilà de quoi nous parlons. Voilà de quoi nous parlons. Donc, comme c'est la Banque mondiale qui veut prendre comme référence, il faut aller dire à la Banque mondiale que Andy dit, Banque mondiale, si tu veux ton critère que tu prends pour évaluer la pauvreté dans les pays là, Andy dit, pour Côte d'Ivoire, si tu veux, il faut faire évoluer ça jusqu'à $5, jusqu'à $10. On va toujours s'en sortir. On va toujours faire reculer ce chiffre-là. Voilà ce qui est. Voilà ce qui est. Donc, je ne vais pas être trop loin sur ça, Kader. Je vais fermer mon micro là pour dire, Ambaboy, en plus de la vidéo de Dimitri que tu nous as fait écouter là, j'ai dit hier, j'étais sur le live, mais je n'ai pas duré. Mais j'ai écouté quelques propos et ça m'a bien fait rigoler. Dimitri dit, il a dit dans un de ses, il a dit dans le live, il a tenu un propos, il dit que le PPACI lui a envoyé un message à lui, Dimitri, pour dire, comment on appelle ça,
il fait partie des personnes qui ont été sélectionnées par le PPACI pour être protégé. Parce qu'il était recherché par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez même? Attendez, je vais reprendre. Dimitri dit que Oxymore n'est rien. Que Oxymore n'a qu'à arrêter de faire des panels pour dire que lui, Dimitri, lui, n'est rien. Parce que si lui, Dimitri, là, lui n'était rien, le PPACI n'allait pas l'envoyer un message pour dire Dimitri, qui fait partie des personnes qu'on doit protéger. Pourquoi? Parce que lui, Dimitri, il était recherché ou bien il était poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire pour avoir brûlé les bus à Koumassi pendant la période électorale. Vous voyez comment ce parti est un parti de criminels? C'est grave. Vous voyez comment ce parti était un parti de criminels? C'est-à-dire, voici des personnes dans le noir, manigance, managent les jeunes, d'accord? Pour aller faire des actes terroristes. Et maintenant, on veut poursuivre ces jeunes-là. C'est ce parti-là maintenant qui envoie des messages en sous-mêlés à ces jeunes-là pour dire que bon, on a fait une liste de certaines personnes qu'on a envoyées sur le terrain pour aller commettre telle forfaiture. Vous, là, on va vous protéger ou bien on va vous aider à sortir du pays. Il a dit ça hier. Il dit le PPACI lui a demandé de l'aider. Le PPACI lui a dit qu'ils vont l'aider à le faire sortir du pays. Avant octobre, là, le PPACI lui a dit ils vont l'aider à le faire sortir du pays. Et que lui, il a dit au PPACI, non, laissez, si je sors du pays maintenant, je vais perdre ma crédibilité, tout, nanana. Donc pour l'instant, je suis là. Et c'est quand la poursuite envers sa personne a commencé à s'intensifier, à devenir plus sérieuse, c'est là maintenant qu'il a décidé lui-même de sortir du pays et s'est retrouvé au Burkina Faso. Il a dit hier dans son live, j'ai dit, Wobdou, un parti de terroristes, PPACI. Vous aussi, nous on parle, vous voulez parler. Je m'arrête là pour l'instant, Dame Ouattara, merci. Moi, ça m'a bien dit, bien dit, bien dit. Merci beaucoup, Kader. Pardon, il faut applaudir. Tu applaudis une fois, pourquoi? Quand les RGP parlent bien, tu applaudis. Quand on est bon. Bon, ok. On va écouter ici le capitaine Poto. Après, Dinfis va se prononcer. Bon, il est parti. Hein. Moi, je crois que ce debout-là, bon, il dit il est debout, mais c'est pas il est debout comment. Normalement, il n'est pas intelligent. Puisqu'il n'est pas ivoirien, donc il ne connaît pas. Moi, je crois qu'Andy et puis Ambaba, ils ont déjà tout dit. Hein. Voilà, ils ont déjà tout dit. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on dit, quand on va parler, on va dire que c'est la politique. Mais la politique, comment? Dans la politique aussi, on peut être intelligent et puis honnête aussi. Mais quand on vient parler, les souristes, quand ils vont arriver, ils vont dire oui, tout ce qu'on a fait, c'était à cause d'Alassane Ouattara. Quand les gens de Gbagbo vont arriver, ils vont dire oui, nous on était là, il ne faut pas en parler de nous. C'est déjà fini pour Gbagbo. Parlez maintenant de votre, comment on appelle ça, ce que vous pouvez faire pour nous. Parlez de vos bilans, parlez de comme ci, comme ça. Mais attendez, à un moment donné là, moi je crois que l'on peut être un con pour un moment. Mais toujours con là, ça c'est pas bon. Ça, ce n'est pas bien. Parce que moi, quand je prends Sorogium, je commence par Sorogium d'abord. Quand je prends Sorogium, il regarde. Quelqu'un qui dit que lui n'a rien fait, mais quand on veut l'arrêter, parce qu'il gêne, il est aussi gênant, il est devenu l'homme à abattre, l'homme à comme ci, comme ça. Mais il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Personne n'est interdit de rentrer. Mais quand ils vont arriver ici, ils vont te dire, ouais, tout ce qu'il a fait là, c'était pour Alassane Ouattara. Mais normalement, on dit que toi là, tu voulais faire coup d'État. C'est vrai ou bien c'est faux. Normalement là, tu es capable de te défendre. Mais jusqu'à demain, là, on n'a pas. Eux, ils disent qu'ils ont la vidéo. Hein. Ils disent qu'ils ont une vidéo là-bas qui atteste que Sorogium ne voulait pas faire coup d'État, machin, on a ça. On va faire sortir. Mais depuis, ça fait depuis 2019, on n'a pas encore fait sortir ça. Bon, on est là, on attend jusqu'à aujourd'hui. Mais eux aussi vont monter dans le live pour venir dire ça là, il n'y a pas ça au pays, il n'y a pas ça là au pays. Bon, on ne sait pas. D'abord, les partis politiques, même là, d'abord, a été dissous. Il n'y a plus. GPS même, ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que normalement, ceux-là, on ne doit même plus leur donner la parole ici. Mais tous ceux-là vont venir, ils vont venir ici, ils vont venir parler de Sorogium. Bon, je ne comprends pas. Un debout qui met IB sur son profil, il vient s'arrêter devant nous ici. Et puis il dit, comment on appelle ça, à Benjerville, les gens sont en train de quitter là-bas. Bon, les gens sont en train de quitter là-bas en quelle année? Il n'a pas dit. Bon, il a fini de parler, puis il est descendu. Normalement, quand on est courageux, là, quand on finit de parler, là, on ne fuit pas, on reste là. Et puis on écoute les autres. On dit, voilà ce qu'Alassane Ouattara a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Normalement, le débat doit être comme ça.
C'est-à-dire il a fait ça ou bien il n'a pas fait ça. Si on veut faire un débat là, c'est sur ça on doit se baser. Nous on dit Gbagbo Laurent là. Exemple, on dit Gbagbo Laurent là, il prenait l'argent avec Blaise Compaoré de 1989 jusqu'en 2000. 20 millions par mois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est ça le débat. On est Soro Guillaume. Toi, tu es parti contracter avec un blanc ou bien c'est un arabe, je ne sais pas quoi, pour pouvoir attaquer ton pays. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce sont les vidéos qui sont là encore. Mais venez déconstruire ces vidéos-là d'abord, avant de venir vous attaquer au président de la République. Mais d'abord, il faut déconstruire ces vidéos d'abord. Mais quand on vient ici, Anna, ils sont partis là-bas, même mon cousin m'a appelé au village, il dit il n'y a pas courant. Ma nièce même qui est à Bobo-Doumé là, lui aussi il dit il n'y a pas courant. Même un enfant de l'école de dimanche, est-ce qu'il peut parler comme ça? Tellement tu es nul. Ceux-là aussi disent qu'ils sont politiciens. Bon, ça ceux-là on passe la journée en train de parler. On parle, on se dit quoi? Et ils disent qu'eux aussi ils vont demander audience au président. Ah non, pourquoi on ne veut pas s'asseoir et nous? On va parler de quoi? Avec ceux-là, on peut en tirer quoi? On s'assoit avec eux pour se dire quoi? C'est ça aussi le vrai point. On est venu dire d'abord que non, le président est comme ci là. Mais vous-même là d'abord là, quand vous avez passé avant nous là, mais vous avez fait quoi quand vous étiez au pouvoir? Quand tu vas les poser la question, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Mais Gbagbo Laurent, nous on dit ivoirien. Maintenant quand tu poses la question ivoirien comme là, on dit qu'il a pris l'argent de contribuables ivoiriens pour aller donner à Jacques Chirac pour battre sa campagne. Est-ce que c'est vrai, la partie là? Est-ce que c'est faux? On a la vidéo ici où Gbagbo Laurent va en France pour dire, bon, il y a eu malentendu entre nous, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas compris. Après avoir déjà les Ivoiriens devant Hôtel Ivoire, sur le pont de Gaulle, ou ce pont où il ne me rappelle plus bien. Après tout ça, là, Gbagbo est parti en France, Gbagbo dit c'est malentendu. Bon, ça là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si on doit faire un débat là, mais c'est sur ça on doit parler. Mais tu dis des choses, toi ton cousin t'a appelé pour dire que les gens sont quittés à Benjerville. C'est ça là, tu prends pour venir dire, et pourtant on t'a donné les chiffres. Ambabo t'a donné les chiffres comme on appelle ça, et Andy. Ils t'ont donné des chiffres. Des chiffres même là. Si tu veux faire débat, moi, c'est ce que moi je veux. Quand tu dis tu viens de construire quelqu'un là, quand tu arrives, tu fais comment? Tu dis, bon, toi tu as dit ça, non? Bon, ça là, ce n'est pas vrai. Voilà, moi je te montre ça aussi pour te dire que ce que tu as dit ici là, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, depuis ici là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a sorti une vidéo pour dire que voilà ça qui dit le contraire de ce que toi tu as avancé. Ça n'existe pas. Mais quand ils vont venir ici là, il y a château d'eau. Ouais, il y a château d'eau là-bas à Yam Sokoro. Ouais, quand on a ouvert ils ont ouvert les pompes là, c'est pétrole qui sortait dedans. Là, tu as venu dire, non, c'est une rouge qui sortait dedans. Vous buvez quoi même? Vous mangez quoi souvent? Qui vous envoie souvent pour venir faire des trucs comme ça? Vous tous avez les mêmes questions là. On dit qui les paye, qui les envoie. Non, mais ils mangent quoi même? C'est les ici où? Vous chiez où ça? Vous mangez quoi? Vous buvez quoi souvent? C'est pas la peine. Non, mais il ne comprend pas. Bon, on pense que la personne qui est mieux placée pour répondre ici, c'est Ding Fist. Il va prendre la parole, il va nous expliquer. Voilà, quand tu vas prendre ta parole, tu vas nous dire ce que vous mangez, qui vous envoie. Qui vous envoie. Il y a des 8 minutes même pour que tu puisses répondre à la question. Si c'est quelqu'un qui vous a maudit, on peut aller demander pardon à la personne, il va donner sa malédiction. Bah, là, c'est grave. Toi, tu penses que tu as affaire aux politiciens, mais quand ils arrivent ici, oh non, Gbagbo Laurent, il n'est plus au pouvoir, mais quand il était là, c'est lui. Hein, quand on parle de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Regarde-moi les trucs comme ça. Regardez-moi les trucs comme ça. Ça veut dire qu'on perd nos temps ici. Ils se prennent pour qui même? Nous, on était ici et puis on a vu Bédier dans sa douche là, dans la douche de Bédier. On a eu 250 pièces. Qui n'a pas vu ça à la télé ici? Mais ça là, nous, on a laissé tomber. Mais monsieur Monument, lui, il a dit ici. Mais quand il est arrivé là, lui, c'est Monument, il était venu pour construire. Il est venu construire les monuments. Donc, pour moi, c'était joli, hein, sérieux. Pour moi, ça c'était vraiment joli. Mais pour moi, c'était joli. Est-ce qu'on avait pont? Est-ce qu'on avait les routes, ma petite? Mais non, mais il fallait embellir le pays. C'était plutôt... Il dit, comme on appelle ça, la tour F là, qui sont construits là. Pourquoi on a construit ça? C'est Gbagbo qui a dit ça. Il dit pourquoi on construit ça là. Voilà son truc qui a passé, son petit-fils qui a passé, ce maudit de bout là. Il dit,
ça sert à quoi de construire des châteaux? Dans un pays, c'est un Ivoirien, lui aussi va dire les Ivoiriens. C'est un Ivoirien qui parle comme ça. Ça, c'est un Ivoirien qui parle comme ça. Quand on lui pose la question, ouais, la vie est chère. La vie, il est en France, hein, et puis il dit ça. Ils sont en Europe ici, et puis il dit ça. Comme si en Europe ici, là, la vie était moins chère. Moi, je crois qu'à un moment donné, on peut faire la politique, mais de la bonne façon. De la meilleure des façons même, quoi. Mais venez s'arrêter toujours en train de dire, oui, le président fait ceci, le président fait cela, il n'y a pas courant dans mon quartier, mon cousin m'a appelé. Donc, c'est le président qui a venu dire, donnez-moi ton nevis et pince ici. Ah, frère, toi aussi, il faut arrêter ça. C'est pas comme ça la politique. On va écouter Dinsis. Bon, s'il prend la parole, hein, quand il va prendre la parole, là, il va quand même dire qui les a maudits, quoi. C'est important. Dinsis, c'est ça que je vais bien. Tu as entendu les questions. On dit veut savoir qui vous envoie. Donc, qui vous paye. Et puis, l'autre capitaine dit tu as entendu la question des capitaines. Donc, comme tu es le seul opposant, je te fais la faveur avec 8 minutes. Ok, merci, chère sœur. En fait, quand j'écoute mes frères parler, ça me fait rire, puis un pincement au cœur. Voilà. Parce que Dimitri, aujourd'hui, dit son ras-le-bol, son coup de gueule. Je sais pas, on n'entend rien. Où c'est à mon niveau? On t'entend pas bien, parle fort. Ah, ok, désolé. je pense que moi. Attendez, je vais... Un instant, une seconde. Ok. Voilà. Comme je disais que quand j'entends mes frères parler, ça me fait rire. Voilà. Aujourd'hui, Dimitri fait un coup de gueule pour dire son ras-le-bol au PPACI. Et ça devient un problème. Ça devient un problème. Je le disais tout à l'heure dans ma prise de parole. Mais pour venir au RHDP, mais il faut insulter Gbagbo. Il faut dire de n'importe quoi sur sa personne, sur son parti politique. Mais on l'a vu avec Johnny Pacheco, qui était en faveur de Gbagbo, qui parlait au Gbagbo. Mais quand il a retourné sa veste pour commencer à insulter Gbagbo, mais on a vu comment il a été accueilli à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny. On sait quel genre de personne vous êtes. Et cette jeunesse comme les Dimitri là, ils savent. Et vous allez voir dans peu de temps, il sera accueilli comme Johnny Pacheco. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Ça ne m'étonne pas de votre part. Attends. Quand on veut parler de moralité dans ce pays-là, vous êtes très mal placé. Vous êtes très mal placé. On a vu des gens sur ce même panel de cadets dire que nous, on a fait rébellion. On est fiers. On a gardé des gens. On a ôté la vie à des innocents. On a bu du sang, de l'eau semblable. On a vu des gens ici parce qu'ils revendiquaient une cause. C'est vous qui pouvez parler aux gens. Vous les buveurs de sang, vous pouvez parler aux gens. Vous êtes très mal placé. Vous êtes très mal placé. Si aujourd'hui, vous comparez à quelqu'un qui a gouverné avec vous-même dans son gouvernement, le gouvernement de Gbagbo là, mais il a gouverné avec le RDR. Vous êtes aussi responsable de sa gestion. Voilà. À ma connaissance là, quand vous étiez dans son gouvernement là, personne n'a démissionné sous prétexte que Gbagbo ne travaillait pas. Équipe de football là, ça se joue à 11. Voilà. Ça se joue à 11. Vous avez travaillé avec lui. Tout le monde peut critiquer Gbagbo. Mais sauf RDR qui avait travaillé avec Gbagbo. Vous avez été dans son gouvernement. Mais pourquoi vous n'avez pas démissionné étant dans son gouvernement sous prétexte que le monsieur ne travaillait pas? Pourquoi? Bon, on suppose même que Gbagbo n'a rien fait. Mais si Gbagbo n'a rien fait là, mais vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour mieux faire, non? C'est pour mieux faire. Comment dans une commune, l'eau peut manquer pendant 3 mois, pendant 4 mois? Quand tu ouvres le robinet, c'est la poussière qui sort. En fait, ce qui me fait rire chez vous là, vous êtes à Bengue, beaucoup d'entre vous ont fui la misère de la Côte d'Ivoire pour se retrouver, pour nager la Méditerranée, pour se retrouver en Europe. C'est eux qui parlent avec nous qui sommes à Abidjan. Nous qui vivons la réalité. Vous regardez sur Internet, tellement que le RDR a fini à falsifier les chiffres. Moi, je ne parle même pas des chiffres même. Moi, je vous parle de la réalité des Ivoiriens. Oui, je vous parle de la réalité, le quotidien des Ivoiriens. À l'heure où je parle là, Abidjan, dans le grand Abidjan, il y a des quartiers où il n'y a pas l'eau. Il y a des quartiers où je vous parle actuellement là. Il y a des quartiers où il n'y a pas courant. Oui, si tu as eu courant aujourd'hui, tu attends 2 jours, 3 jours pour avoir courant. Les gens sont obligés de payer les power banks pour garder sur eux. Nous, on vit avec des frères ici, on a des amis ici. Voilà. Moi-même, dans mon quartier où je suis actuellement,
Mais un quartier résidentiel fait une semaine sans courant. Oui, on vous parle de ça, de la réalité, c'est vous qui parlez. Je me rappelle très bien, quand il y avait, comment on appelle, la grève, quand les Ivoiriens parlaient de l'augmentation de l'Internet, mais on a vu les militants du RDS se taire, ils n'ont rien dit. Voilà. Quand Saleh Timoko parlait de l'augmentation de l'Internet, mais vous n'avez rien dit. Mais le monsieur s'est battu avec certaines personnes. Mais aujourd'hui, l'Internet, si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire ici, on parle sur les TikTok, on dure longtemps là. C'est parce que le coût a réduit. Mais c'est des gens qui ont mené ce combat. Et vous en profitez. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui en profite, sans distinction de parti politique. C'est ça on dit un patriote. C'est ça on dit un patriote. Voilà. Vous êtes en Europe là-bas, et c'est vous qui critiquez, c'est vous qui savez tout, c'est vous qui savez comment nous on vit ici en Côte d'Ivoire. Mais venez ici, moi je me demande pardon. Venez, vive le bonheur que vous inventez, vous acclamez sur Internet là. Venez, on va vivre ça bien ici. Venez, on va vivre ça en Côte d'Ivoire ici. On vous parle de la réalité du terrain. Arrêtez avec vos chiffres. La Côte d'Ivoire était en 88. Moi, c'est pas ça, moi, mon problème. Le quotidien que moi je vis là, c'est ça que je regarde. Le quotidien que mes amis, mes parents, les gens autour de moi vivent là, c'est ça que je regarde. Et c'est de ça que je parle. Vos chiffres à 2 balles là, gardez ça pour vous-même. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en Europe va venir débattre avec moi qui suis sur le terrain. Moi, je veux des gens qui sont habillés ici, on va parler. Je vais lui dire, n'a qu'à aller à Yopougon, à Koumassi. Il y a des quartiers où il n'y a pas courant. À Paboué, il y a des quartiers où il n'y a pas courant. Et lui et moi, on est habillés ici, puis on parle. C'est ça qui est la vérité. Chez moi, à Daloa, ça fait des mois, je dis bien des mois. Vos châteaux d'eau que vous avez construits, ça sert à quoi? Ce n'est pas pour alimenter de l'eau. Ça fait des mois, il n'y a pas l'eau dans les robinets. Quand tu ouvres, c'est la poussière qui sort. Et c'est de ça qu'on parle. Voilà des sujets qu'il faut traiter. C'est pour le bien de la Côte d'Ivoire. Que Dimitri a insulté, Dimitri a fait ça. Mais nous, on s'en parle de ça. Voilà. En quoi ça dérange? C'est pour vous montrer que nous, on est démocrates. Voilà. C'est la démocratie au PPSI. Gbagbo l'a démontré. Il a démontré. Quand il est venu de la haie, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu se mettre en combat avec Afi. Il a laissé le parti Afi, puis il a créé son parti. Mais c'est ça qu'on appelle la démocratie. Hein? Simone Eivé, elle a créé son parti, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Voilà. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Le gars de Soro qui était amant, qui était député, qui a mis sa candidature, le RDA a fait quoi de lui? Son nom m'échappe, mais c'est lui qui Konaté ou bien Konaté, un truc comme ça. Qu'est-ce que le RDA a fait de lui? Le gars qui est amant là, le monsieur un peu en forme là, son nom m'échappe, je ne sais pas si c'est Sidi Konaté, mais je ne sais pas. Désolé si je me trompe de nom, mais il était amant. Le député de Mans. Mais qu'est-ce que le RDA a fait de lui? Quand vous venez parler sur le panel, non, c'est Fan Kipré, Awa Domelo, mais vous avez fait quoi de ces gens? Mais le président Ouattara est sorti pour dire qu'il a garanti ses militants. Il ne faut pas que quelqu'un va être candidat indépendant. Mais c'est un dictateur, ce monsieur. C'est un dictateur. Quand Dioumani sort, et puis il dit, celui qui va être candidat là, c'est entre sa femme, ses enfants. Il ne doit pas sortir pour dire ça. Mais c'est ça qu'on appelle la dictature. Est-ce qu'il y a 2 dictatures? Mais vous êtes très mal placé pour parler de FP, de parler de Laurent Gbagbo. Vous êtes très mal placé. Voilà. Vous êtes très mal placé. Vous finissez de manger quelqu'un dans la même assiette avec lui. Vous êtes rassasié. Vous vous mettez là pour dire non, sa nourriture il a préparé là, c'était pas doux. Pourquoi vous avez mangé, qui est rassasié? Vous avez été DG dans son gouvernement. Vous avez été ministre dans son gouvernement. Mais pourquoi vous n'avez pas démissionné? C'est la question qui me fatigue. Pourquoi vous n'avez pas démissionné sous prétexte que Gbagbo, il ne travaillait pas? C'est quelqu'un qui ne vaut rien. Mais vous avez travaillé ensemble. Vous avez travaillé avec le vaurien. Même si vous allez venir parler des accords, des trucs, accord plus quoi? Hein? Mais il s'agit de votre honneur. Si accord dit travailler ensemble, si le monsieur ne travaille pas, mais quittez-la. Dites aux accords que ce monsieur-là, il ne fait pas ce qu'on veut. Donc nous, on se retire. On se retire. On a vu le RDA boycotter les élections en 2000. Alors, on les a vu boycotter les élections en 2000. Donc, arrivé à un certain moment, soyez lucides. Reconnaissez aussi vos torts. Reconnaissez ce que vous avez fait. Reconnaissez ce que vous avez fait. Quand il s'agit de l'intérêt national de la Côte d'Ivoire,
Quand il y a des critiques à apporter, mais il faut apporter ces critiques. Mais on ne dit pas, parce que ce monsieur, c'est mon leader, donc je dois le soutenir. Mais vous n'êtes pas des patriotes. Voilà. Ça montre que vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des fanatiques. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Tes 8 minutes sont passées. Ok. Je vais conclure pour dire que les vrais ennemis, là, c'est ceux qui sont sur ce panel-là. Les gens du RADP, les communicants. Ce sont les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas des patriotes. Voilà. Merci. Ok, merci. Grand Samba, tu veux prendre ou sinon je vais laisser la parole à Mariam qui est là, comme c'est une femme. Oui, elle peut prendre, non. Ça marche. Mariam, bonjour. Mariam Karamoko est là. Elle n'est pas là, ok. Situation de crise, tu es là? Moi, je voulais faire une motion de 2 minutes rapidement, Madame Ouattara. Vas-y, fais ta motion. Si tu permets. Voilà, juste comment on appelle ça? Réponds sur un seul point. Je précise encore, écoutez-moi très bien, Monsieur Dinfis. Réponds sur un seul point que tu n'as pas encore fait bis repetita. Parce que tout ce que tu dis là, j'ai l'impression qu'on s'ennuie finalement. Tu répètes que les mêmes choses là depuis le début. Et on te répond à chaque point par point depuis le début. Et tu reprends la parole encore, tu reviens sur les mêmes points là encore. Non, quand tu ouvres le robinet, il y a poussière dedans. Tiens, frère. Comment tu peux ouvrir le robinet, poussière va sortir dedans? Tu penses que c'est quoi même? Toi, tu es sérieux quand tu parles quand même? Donc, à chaque fois, maintenant, je vais te laisser dans ton ignorance là. À chaque fois que tu vas, Le problème, tu vas aborder un point nouveau, en France. s'il te plaît, chef frère, on va accorder la motion. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que si on veut à chaque fois revenir encore sur le même point là. Même là, même actuellement, mon robinet, il n'y a pas l'eau dedans. Si tu veux l'électricité, l'eau potable. Pourtant, on a expliqué ça en long et en large tout au long du débat là. On ne va pas avancer. Tu comprends? Donc, on va faire que des motions sur le nouveau point que tu vas aborder. Parce que même quand tu t'exprimes sur le sujet de Dimitri, tu n'apportes pas du nouveau au débat. C'est la même chose là que tu répètes. À part seulement, la seule nouveauté que tu avais apportée par rapport au sujet, au niveau de Dimitri, c'est de dire que Dimitri n'aime pas la nourriture du Burkina Faso. Voilà pourquoi il est sorti pour parler. Et puis cela, il le fatigue là-bas. À part ça là, c'est la même chose là que tu répètes depuis tout à l'heure là. On s'en fout de Dimitri, il est venu dans le combat à cause de l'argent. Vous êtes indigne. C'est comme ça que vous traitez les gens qui se sont battus pour vous hier. Attends, je termine. Voici ma réelle motion. Tu dis pourquoi que c'est comme au football, d'accord? Ça se joue à 11, d'accord? Et qu'il y a un capitaine de l'équipe, tout et tout. Mais pourquoi, si nous, les acteurs là, qui étions dans le gouvernement de Gbagbo, on a co-géré le pouvoir avec lui, si on estimait que ça ne marchait pas bien, pourquoi on n'a pas démissionné? Mais c'est avoir une méconnaissance claire même de la co-gouvernance dont tu parles. Je vais t'expliquer brièvement. Normalement, je dois t'expliquer ça en long et en large, mais comme c'est une motion, je vais t'expliquer ça rapidement et brièvement. Déjà, comme tu prends une allégorie par rapport à une équipe de football est dirigée par un entraîneur. Donc, pour ramener ça au gouvernement, dans l'allégorie, l'entraîneur de cette équipe-là, c'est le président de la République, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est quoi le rôle de l'entraîneur dans une équipe de football? Justement, c'est de faire les classements, de donner des instructions et de diriger l'équipe sur le terrain. Donc l'équipe là, pour qu'elle soit performante sur le terrain, il faut que cette équipe là suive les instructions de l'entraîneur. Pour ramener ça à la politique, l'entraîneur Laurent Gbagbo, lui, il doit donner des instructions, des démarches à suivre, la vision de sa politique de développement aux joueurs qui sont les ministres et compagnie, et puis eux, ils doivent suivre lui sa directive. C'est parce que l'entraîneur est nul. C'est parce que l'entraîneur donnait de mauvaises directions, d'accord, aux joueurs. Et les joueurs là, ils prenaient cette direction-là. Voilà pourquoi ils se sont égarés. Si tu veux savoir. Maintenant, comme tu parles de démission, pour terminer sur ça, comme tu parles de démission, mais j'ai maintes fois montré ici ce reportage-là. Prenons par exemple un cas d'espèce. Dans l'affaire de l'usine à Fulton, où Laurent Gbagbo a monté toute une marmaille de toutes pièces et ils ont bouffé les milliards de planteurs. Et l'affaire a fini par tomber sur la gueule de Tapé Doé et Angélique Killier et compagnie là. Mais à cette période-là, qui était le ministre de l'Agriculture? Dinfis. C'était Amadou Gon Coulibaly. Il était issu du RDR. Qui était premier ministre? Dinfis. C'était Seydou Eliman Diarra, qui était issu du PDCI. Tu comprends? Ces deux personnes-là, ministre de l'Agriculture et premier ministre, se sont opposés. Je te donne un exemple, un cas d'espèce, un cas d'école. Se sont opposés à l'achat de l'usine à Fulton. Laurent Gbagbo, comme des sorciers, comme des akpani, ont fait une réunion la nuit, nuitamment, avec tous les acteurs de la marmaille, avec tous les acteurs de la comment on appelle ça, de l'escroquerie.
Et ils n'ont même pas informé le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. C'est-à-dire que la première personne qui dirige directement, qui est rattachée directement au portefeuille du truc qu'ils veulent acheter. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient posé des droits de veto. Pourquoi? Parce qu'Amadou Gon Coulibaly a dit non, lui, il veut que certaines questions soient répondues d'abord avant de procéder à l'achat de cette usine-là. L'usine coûte combien? Il faut combien pour rénover l'usine? Est-ce que si on investit dans l'usine, le capital qu'on va investir, est-ce qu'on va pouvoir retirer l'argent? Il y a beaucoup de questions qui étaient en suspens, qui n'ont pas eu de réponse. Donc, Amadou Gon s'est opposé. Tu comprends? Ils sont allés organiser une réunion notamment. Ils ont signé là, avec l'accord du président de la République. Ils sont passés dans le dos du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture. Et ils sont allés acheter l'usine. On sait comment cette histoire d'usine a terminé. Les gens même sont partis en prison pour ça. Parce que ça finit dans une histoire d'escroquerie. Il fallait qu'il démissionne. Tu racontes quoi depuis là même? Il fallait qu'il Non, démissionne. je suis en train de t'expliquer parce que tu as dit que... Mais il fallait qu'il démissionne. Mais écoute-moi s'il te plaît. Ce que tu racontes là, c'est des bobards. Il faut qu'il... Tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai pas compris. Tu as dit quoi? En fait. Ce que tu racontes là, c'est des bobards. Tu as dit quoi? J'ai pas compris. Il a pris le soin de te écouter sans te couper. Il faut faire de même. C'est un signe de respect. Frère, non, mais je suis en train de te donner un exemple. Tu dis pourquoi les gens là, ils sont responsables aussi de la médiocrité de Gbagbo parce qu'ils n'ont pas bien travaillé. J'ai dit non, ils avaient la volonté, mais seulement que l'exemple que je te donne là, ça démontre que malgré leur volonté, Gbagbo s'y opposait. Voici ce que je vais te dire à travers l'exemple que j'ai pris là. Et il y en a plein d'exemples comme ça. Même dans l'affaire par exemple de Transfigura, où le déchet toxique est rentré là. Mais ils ont accusé ici l'ancien patron de Stéphane Kipré là. Comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom là. Le monsieur Kou qui fait Coco Taï là. Ambaboy, comment il s'appelle là? Oh là là. Kobena. Anaki Kobena. Voilà. Ils ont accusé Kobena, Andy. Anaki. Exactement. Ils ont accusé ici Anaki Kobena d'être l'auteur, d'être responsable de l'entrée de, comment on appelle ça, des déchets toxiques, tout les nanda. Pourquoi? Parce qu'il était de l'opposition. Mais Anaki Kobena est sorti pour casser tous les papos, pour démentir tout. Et quand on a vu, quand Anaki Kobena s'est exprimé, où il a pointé son doigt, qui étaient les responsables? C'était les gens qui émanaient directement du FPI. Ce sont ceux-là qui ont foutu la merde dans la gérance de Gbagbo. Ce ne sont pas les opposants. Et il y a plein de cas d'école comme ça. Comme c'est une motion là, sinon je peux t'en citer des 1000 comme ça. Donc venez dire que, comme les opposants étaient dans le gouvernement de Gbagbo, donc ils sont aussi responsables de l'échec. Non, 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 non. Les responsabilités sont bien situées. C'est Gbagbo et sa bande du FPI, nuls qu'ils sont, qu'ils ont pris ce pays-là. Les opposants ont voulu apporter leur expertise à tous les niveaux. Et ils ont mené une marmaille qui ne dit pas son nom jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit en décadence totale pendant 10 longues années. Voilà ce qui est. Voilà ce qui est. En fait, ce que tu dis là, hein, c'est n'importe quoi. En fait. Je ne me souviens pas t'avoir donné un temps de parole. Mais il a pris une motion sur ma parole, non, madame? Il a pris une motion sur ta parole. Non, mais ou bien c'est... Bon, ok, désolé. Merci. Que non, c'est une motion qui m'a... Non, c'est pas un petit poteau. C'est pas un petit poteau. Tu vas répondre à tout. Tu vas noter. Et puis, je ne prends plus de motion. Sur ce, je ne prendrai plus de motion. Situation de crise, je mets ton temps de parole. D'accord, merci. Sinon, bon, Dinfi, désolé, hein, tu as parlé, tu as fait tes allégations. Voilà, on t'a écouté tranquillement. Je pense que tu es allé au-delà même de 8 minutes. Voilà, donc peut-être la prochaine tour de parole, tu vas essayer de développer encore les secteurs sociaux qui ne va pas. En tout cas, bonsoir à tous, bonjour à tous et à toutes les combattants qui sont sur ce panel. Dame Ouattara, Amba, Andy, Capitaine, Dean Fils et tous ceux dont je ne vais pas avoir le courage de citer les noms. Et bonsoir aussi à tous ceux qui nous écoutent depuis votre position. Bah, écoutez, on est en plein mois de Ramadan. Hein, voilà, à écouter le déroulé de Dean Fils. Voilà, ça nous permet à comprendre un peu ce qui se déroule en Côte d'Ivoire et dans le social surtout. Mais bon, Dean Fils, je pense que dans votre déroulé, vous avez évoqué beaucoup de secteurs dont je suis tout à fait d'accord avec vous. Bah, aujourd'hui, si on veut faire la comparaison de la Côte d'Ivoire il y a 10 ans et la Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'à 2011, ce n'est pas les mêmes Côte d'Ivoire. Et je peux dire, dans les années 2000, bah, il faut regarder. Moi, je ne dis pas pour venir jeter l'huile sur celui
qui a gouverné le pays depuis 2000. Voilà. Mais il faut regarder le taux de mortalité. Il faut faire la comparaison de 2000 jusqu'en 2011 et de 2011 jusqu'à 2026. Voilà, c'est des chiffres qui sont sur Internet. Les taux de mortalité, de pauvreté, hein. Je ne parle même pas de mortalité liée à les mortalités sanitaires. Ce n'est pas les mêmes bilans. Donc là, sur ce base-là, on peut dire que vous avez un bilan positif sur les cas de mortalité précoce de 2000 jusqu'en 2011. Maintenant, quand on prend le bilan aussi de sécurité, bon, là, c'est quelque chose qu'on pouvait contrôler. Parce que quand un chef d'État arrive à la tête d'un État et que toutes les institutions fonctionnent normalement, bah, son rôle, d'après le serment, c'était pour protéger les Ivoiriens. Donc, il avait la capacité de protéger les Ivoiriens comme le président actuel le fait actuellement. Mais si on prend les bilans de l'insécurité en Côte d'Ivoire, mais les chiffres sont clairs. Là aussi, vous avez un bilan positif aussi sur l'insécurité en Côte d'Ivoire. Maintenant, si on veut encore entrer dans la salubrité, bon, la lutte contre la salubrité, là aussi, vous avez un bilan positif. Ça veut dire, à cette époque, on n'a même pas besoin d'envoyer des soldats ou des milices chez vous, non. La fièvre typhoïde, là, ça même, c'était un plus que des terreaux. Voilà. La salubrité, les moustiques même que Abidjan produisait chaque jour, Abidjan, dans votre bilan, les moustiques là même étaient plus dangereux que les terreaux. Jusqu'à il a eu des interventions des investisseurs financiers qui vous ont donné l'argent d'essayer de ramasser les déchets sur les habitants d'Abidjan. Voilà. Donc, ça aussi, si on veut regarder dans ça, vous avez un bilan. C'est clair. Mais maintenant, si on va conclure sur le fait de dire il y a des robinets, il n'y a pas de l'eau, mais c'est normal. Voilà. Donc, moi, sur ce sujet, je ne comprends pas trop. Peut-être si Ambak prend, il va essayer de nous éclairifier ou Andy. Mais moi, je pense que la CEI, la SODECI, les entreprises qui s'occupent de l'eau, électricité, moi, je ne sais pas. Peut-être aussi, vous avez des réponses. Je ne sais pas si c'est des sociétés étatiques ou c'est des sociétés privées. Parce qu'à vous attendre parler, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est nationaliste et le gouvernement devrait s'en charger à 100% de toutes les actions, toutes les actions sociaux, y compris même dans l'informel. Les vanets de Garba, même le gouvernement devrait prendre part dans les vanets même de Garba, en n'appelant pas des sociétés. Mais dans ce cas de figure, en tant qu'un père de famille, bah, donc, on va continuer, je vais chuter. Mais dans ce cas de figure, monsieur Digne Fils, en tant qu'un père de famille, un responsable, c'est quoi le rôle d'un responsable au sein de sa famille? Ça, c'est la première question. Voilà. Moi, je pense qu'un responsable au sein de sa famille, tu as le rôle de veiller à ce que l'eau, l'électricité ne manquent pas sur ta famille. Et s'il y a coupure de l'eau dans ton robinet, où il y a manque de l'électricité, tu ne vas pas prendre ton téléphone et appeler le président pour qu'il trouve des solutions à ce problème. Voilà. Moi, personnellement, s'il n'y a pas de robinet, l'eau dans mon robinet, je prends mon téléphone, je compose la société qui est chargée de fournir parce qu'il faut dire, vous payez les factures. Voilà. Je prends un téléphone, j'appelle la société et je leur demande pourquoi je n'ai pas de l'eau dans mon robinet. Et si ça tarde jusqu'à un certain 24 heures, j'ai le droit de poser plainte contre cette société et elle a le droit de m'indemniser. Voilà, dans les pays civilisés, c'est comme ça, parce que la société, là, elle n'est pas venue, elle n'est pas quittée au ciel, tombée sur Abidjan, non. Elle a discuté avec le gouvernement, avec certains critères qu'ils ont avec le gouvernement. Et je pense que les critères ne devraient pas être... Bon, si dans un quartier, il n'y a pas de l'eau, bon,
on s'en fout de ça. Moi, je pense pas que c'est comme ça. Les critères là, c'est de maintenir le service et de les donner des bonnes qualités de prix, etc. Donc, s'il n'y a pas de l'eau dans votre robinet, c'est ton droit, c'est votre droit de prendre votre téléphone, appeler la société, demander des comptes. Si la société ne reçoit pas, si la société ne réussit pas à donner des requêtes à votre réponse, mais directement vous posez plainte. Voilà, vous partez en justice, même vous vous réunissez en quartier malais, ouvert des procès même contre cette société. Et c'est normal, c'est votre droit aussi. Donc, pour chuter, bon, je pense que en tant qu'opposant, il y a deux choses que je comprends. Voilà. Soit c'est on parle français, on réfléchit dans notre langue et on réfléchit dans nos langues. Soit on parle français, on comprend les sens des verbes et les sens des mots. Parce que la langue, là, c'est des outils. Voilà, c'est des outils. Je vais de l'eau, mais ils vont te donner de l'eau, tu vas t'en servir. Je vais une voiture, tu vas acheter une voiture ou bien tu vas prendre le transport. Tout ça, c'est des outils. Je vais une marteau. Non, tu peux chuter en 30 secondes, s'il te plaît. D'accord. Donc, bon, écoutez, donc sur ça, je vais dire pour chuter, les questions de l'eau, l'électricité, bon, toutes les sociétés qui ne sont pas étatiques, s'il y a des anomalies dans ce secteur, au consommateur, il a son plein droit d'appeler les sociétés pour demander des comptes. Voilà. Et si ça va au-delà des délais qui se sont fixés pour rétablir certaines anomalies sociaux, bah, il faut poser plainte. C'est tout, c'est pas le gouvernement. Merci. Oui, Yamba, on t'écoute. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, après, mon frère. À Teddy Franck va parler. Voilà, c'est important. Amba, mon ami, bonsoir. Est-ce que tu vas pas me laisser 2 secondes? J'allais lui rectifier quelque chose, s'il te plaît. Avec lui, s'il te plaît. Ok. Il faut faire ta rectification et puis je vais faire. Voilà. En fait, quand il est en train de parler de CIE et la SODECI, et il dit que si je ne suis pas satisfait, je dois appeler CIE mais SODECI pour venir poser plainte et leur demander des comptes. Là, Andy est d'accord avec moi. On peut faire des réclamations, mais demander les réclamations, pourquoi ma facture à ce niveau, on peut les appeler pour ça. Mais dans ce dispositif-là, on est trop petit pour ça. Et quand ça arrive à ce niveau, l'État peut même voir l'incapacité de la SODECI et de la CIE et essayer de récupérer ces institutions-là. Est-ce que tu sais ça? Si les Ivoiriens se plaignent trop là, l'État peut dire, bon, comme vous n'arrivez pas, on va nationaliser, c'est possible. Donc, il y a encore beaucoup de trucs. Si nous tous, on doit venir aller devant SODECI, CIE, il y a une vision gouvernementale qui encadre ça. C'est pour ça que quand Ado venait, il disait que lui, il allait enlever le monopole de la SODECI et de la CIE afin que les Ivoiriens payent moins cher. Est-ce que tu comprends un peu mon frère situation? Donc ça, c'est au niveau du gouvernement. Nous, on ne peut aller que vers le gouvernement pour se plaindre. On ne peut pas aller devant la CIE. Mais on peut aller devant la CIE, la SODECI pour poser des réclamations. Pourquoi ma facture est à 30 000 pendant que ces trucs? Là, on peut gérer ça entre consommateurs puis eux. Mais ce niveau-là, c'est le gouvernement qui gère ça. Est-ce que tu comprends un peu? C'est vrai, on est en train de discuter, on est tous des Ivoiriens, mais à ce niveau-là, il faut qu'on soit clair dessus. Est-ce que c'est bon un peu? En bas, on peut aller. Non, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet argumentaire. Mais bon, moi, j'aime pas trop l'émotion parce que ça nous envoie aux histoires de petits poteaux là. Parce qu'il a fait ça, tu n'es pas d'accord, tu vas répondre après, il va dire non, tu vois. Comme ça, j'évite l'émotion. Laissez un va prendre ça. Plus de paroles. Et puis, voilà, merci beaucoup. Là, je suis d'accord avec situation parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, je me souviens comme si c'était hier, en 2017. Oui, voilà, en 2017, il avait lancé l'appel d'offres concernant CIE, SODECI. Il a demandé aux Ivoiriens de venir acheter les parts d'action pour avoir le monopole. Mais où sont-ils? La seule personne qui s'est présentée, c'est Stanislas Zézé. Mais, donc là, je ne sais pas, on parle de quoi? Le président à son niveau, il fait son boulot.
son boulot, c'était de doter la Côte d'Ivoire d'un taux d'électrification très élevé parce qu'il a dit que la Côte d'Ivoire doit être un pays industriel. Et la base fondamentale de l'industrialisation, c'est d'abord l'énergie. Un pays qui a un déficit énergétique ne peut pas songer à avoir l'industrialisation, jamais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le 5e pays le plus électrifié en Afrique. Je vais vous montrer le tableau si quoi les gens ont fait ce classement. C'est important. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez ce tableau? Vert, vert. Ça veut dire c'est des pays où dans l'année, le nombre de fois que le courant se coupe là, ça fait 30 jours dans l'année, 30 jours. Ça c'est vert. L'autre couleur, ça là, je ne connais pas en français. Voilà, couleur ça là, deuxième là, vous voyez moi. Ça c'est de, voilà, c'est de 30 à 100 jours. Ça. Voilà, ça c'est de 30 à 100 jours, coupure d'électricité. Maintenant, l'orange là, ça c'est de 100 à 200 jours. C'est ça. Maintenant, le rouge là, c'est... Non, en bas, boy, c'est pas rouge, hein. Faut dire couleur AES. Voilà, ça là, voilà, couleur AES. Couleur là, AES. voilà. Ça veut dire que c'est les pays même qui ont un faible taux d'électrification. Ça veut dire que le courant se coupe là-bas, mais pas possible. Dans l'année au moins, non, mais c'est... Donc, voici ça. Regardez les pays en vert. Vous voyez Algérie. Le seul pays noir, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Égypte, Maroc. Maroc et Afrique du Sud. Et Afrique du Sud. Regardez dans le rang auquel le Nigeria se trouve. Regardez le Mali, rouge. Le Tchad, rouge. Rouge. Nigeria. Voilà ça. Congo, Soudan. Voilà. Ça, c'est le tableau. Tout le monde peut la voir si vous voulez. C'est important. Voilà. La Côte d'Ivoire est citée parmi les grands grâce à son excellence, le président Alassane Ouattara aujourd'hui. C'est important, il faut le dire. Et le dire, ce n'est pas du vantardisme, mais c'est un fait. Et les faits, ils sont là. Voilà pourquoi toutes les fois quand je dis ça, il n'y a personne pour me déconstruire parce que c'est un fait. Ce n'est pas le toi y a dit, moi y a dit. Maintenant, citation, tu as posé une question, tu dis que Amba Boy va donner une réponse. Oui, Andy avait déjà donné même la réponse, mais Amba Boy va donner aussi la même réponse qu'Andy. Les quartiers où on nous parle du problème d'eau, en français, on les appelle les quartiers extension. C'est les nouveaux quartiers qui ne sont même pas encore viabilisés. Je prends le côté de Anyama. Anyama, vous allez voir le quartier où les gens sortent pour parler, on appelle là-bas bois sec. Bois sec. Sinon, ce n'est pas Anyama même ville. Hein? Non, 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 non. Anyama ville, ça commence à partir de Colatier, Carrefour Cissé, Alaga, Poto, Maternité, Château, Rio, Schneider. Ça, c'est Anyama. Moi, qui suis un natif d'Abobo, mais Anyama, c'est comme Abobo. Chez moi, à Boboga, il n'y a pas de problème d'eau. Parce que c'est un ancien quartier. Mais tu verrais qu'aujourd'hui, les quartiers comme les Ebimpe, derrière le stade, c'est les nouveaux quartiers. Le temps que les choses n'arrivent là-bas,
C'est de ça qu'on parle. Benjerville, on nous parle. Mais c'est les quartiers extension. Ce n'est pas le cœur même du quartier. Non. Mais quand tu les écoutes, tu penses qu'ils parlent même des problèmes qui sont même dans le cœur même du quartier. Non, c'est faux. Ce n'est pas dans le cœur du quartier. C'est les nouveaux quartiers qui sont en train de sortir de terre parce que Abidjan est en train d'être agrandi. Abidjan, c'est 2119 km². C'est la 5e ville la plus grande en Afrique. Après les villes sud-africaines, le Caire, capitale d'Égypte, Abidjan vient. Allez-y regarder les informations que Ambaboy donne. Douala, ça fait 280 km. Yaoundé, ça fait 174 km. Donc Abidjan, c'est 10 fois plus grand que Douala et Yaoundé. Une seule ville en Côte d'Ivoire est l'équivalent d'au moins 12 villes camerounaises qu'on appelle Douala ou soit Yaoundé. C'est important. Voilà pourquoi quand tu parles d'Abidjan, avec le développement que le président Ouattara a fait d'Abidjan, quand tu parles d'Abidjan, tu parles avec respect. Si le président, quand je vois certains Ivoiriens dire que oui, c'est Abidjan seulement que le président Ouattara a développé. Mais développer Abidjan, c'est comme développer l'équivalent des 12 villes camerounaises. Il faut applaudir. Ouagadougou fait combien de kilomètres? Allez-y, regardez. Bamako fait combien de kilomètres? Allez-y, regardez. Donc, c'est Abidjan qui a au moins 2119 km. Et que son excellent, le président Ouattara, a réussi à développer Abidjan. Mais il faut applaudir. Ça montre que son excellent Alassane Ouattara a développé au moins 12 villes de la Côte d'Ivoire à travers Abidjan. C'est important parce que toutes les capitales de l'Afrique de l'Ouest, à part celle du Nigeria, Abidjan, mais tu ne peux pas comparer aux autres. Non, tu ne peux pas. En matière de superficie, en matière de densité, tu ne peux pas. En matière de développement, tu ne peux pas. Donc, il faut respecter le travail qui a été abattu. Avant que son excellence ne prenne le pouvoir, la Côte d'Ivoire avait un taux d'adduction en eau potable de 57%. Aujourd'hui, nous sommes à 87% selon l'ONEP, Office national de l'eau potable. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Mbaboy qui le dit. C'est les ingénieurs hydrauliques qui l'ont dit. Ce n'est pas moi. Mais comment se fait-il que hier, on avait 57% du taux d'adduction et aujourd'hui, on a 87% du taux d'adduction et on va trouver un individu comme l'indigne fils, parce que moi, je ne l'appelle pas le digne fils, l'indigne fils, dire que avant, on était à l'aise plus qu'aujourd'hui. Je ne comprends pas. Comment aujourd'hui le taux d'accès à l'eau potable a élevé par rapport à hier? Mais toi, tu trouves que hier, là, le taux qui était moins élevé, là, on vivait mieux. Je ne comprends pas. Il y a des villes même au nord qui n'avaient pas l'eau potable en 2010, sous Gbagbo. La même chose qu'il y avait de gros villages au nord, à l'ouest, à l'est, au centre, qui n'avaient pas l'électricité lorsque Gbagbo était au pouvoir. Aujourd'hui, grâce à son excellence Alassane Ouattara, tu arrives dans des villages en Côte d'Ivoire aujourd'hui où tu vas voir 5 cases. Tu vas voir l'électricité. C'est quand Débordeur Lukumfa s'est rendu à Odiéné pour sa tournée. Il a fait escale dans un petit village à Odiéné. Et quand j'ai vu les poteaux électriques, quand j'ai vu l'électricité, j'ai attrapé ma tête. Un village vide. J'ai dit, ouais. Pourtant, hier, même les villes n'avaient pas d'électricité sous Gbagbo. Et je vois des individus venir nous dire le contraire.
Nous, on parle ici de Dimitri. On parle de l'ingratitude du PPACI parce que c'est un parti ingrat. Et toutes les personnes qui ont mouillé le maillot, le PPACI a été ingrat vis-à-vis de toutes ces personnes. J'ai cité les noms ici, mais comme on le dit, la répétition, elle est pédagogique. Je ne me fatiguerai jamais de répéter les choses. Simone Yvette Gbagbo, la fondatrice même du FPI. J'ai montré les vidéos où on entend Oxymore raconter n'importe quoi à Simone. En parlant de la nudité de Simone. Oui, Oxymore parle de sa nudité. J'étais étonné. Blé Goudé qui a maintenu le pouvoir de Laurent Gbagbo de 2004 jusqu'à 2011. N'eût été Blé Goudé, Gbagbo c'était fini en novembre 2004. Mais regardez comment ils ont traité Blé Goudé aujourd'hui. Qui n'est rien. Qui n'a jamais rien apporté au pouvoir de Gbagbo. Pascal Afingessa, Mamadou Koulibaly, Awa Domelo. Voilà comment aujourd'hui on les traite au sein du PPACI. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Il y a un micro qui est ouvert là. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert. C'est pour Bisson. Ouais. Vision, ton micro s'il te plaît. Merci frère. C'est ce que nous sommes en train de décrier aujourd'hui pour dire que ce n'est pas normal. Dans la vie, la reconnaissance est une vertu. Et cette vertu, Dieu l'a toujours demandé. Mais comment se fait-il qu'il y a un parti politique où il n'y a aucune reconnaissance? Un parti politique, lorsque tu n'as plus la même idéologie que ces personnes-là, mais on rentre au laboratoire, on commence à te salir. Vous avez écouté la vidéo qui est jouée? Voir une communicante pro-Gbagbo dit que Simone Yvette n'est pas ivoirienne et qu'elle est d'origine nigérienne, que son papa l'a ramenée du Niger en Côte d'Ivoire et que c'est une femme abourée qui a élevé Simone Yvette. Vous voyez comment c'est méchant? Et c'est ce qu'ils ont fait à son excellence, le président Alassane Ouattara, de 2000 jusqu'à 2010, parce qu'ils avaient les médias de l'État en leur côté. Donc ils ont passé tout le temps à mentir sur ce grand homme. Les Agora. Mais aujourd'hui, pourquoi ces personnes n'arrivent plus? Parce que nous, on a pris le contrôle aujourd'hui sur les réseaux sociaux TikTok. Et tellement c'est des gens qui n'aiment pas la contradiction, à l'approche des élections présidentielles, ces personnes ont fui les plateaux télé. Vous voyez, nous, en notre temps, on vous appelle à la contradiction. Oh, pourtant, vous, à votre temps, vous avez refusé la contradiction. Et c'est la même chose qu'on voit sur TikTok. Même sur TikTok, quand tu montes sur un panel Go, dès que tu te prononces net, on voit que tu es RADP, on te fait descendre parce que c'est des personnes qui savent que elles n'ont pas la vérité de leur côté. Et lorsque tu n'as pas la vérité de ton côté, il est difficile d'ouvrir un débat contradictoire. Mais comme nous, on a la vérité de notre côté, voilà pourquoi on ouvre le débat et on vous prend. Tout à l'heure, même s'il y a deux gars en bas qui veulent monter, je sais qu'il y aura des personnes volontaires ici qui vont descendre pour dire que je laisse ma place pour qu'ils montent. Parce qu'on a la vérité avec nous. Et quand tu as la vérité avec toi, tu n'as pas peur de la contradiction. C'est la même chose qu'on voyait de 2000 à 2010. La RTI était prise en otage. Il n'y avait pas de contradiction. Radio Fréquence D était pris en otage par le papa de Zagba le requin, Paul Dokuy. Mais aujourd'hui, le débat il est ouvert, c'est nous-mêmes on les cherche avec la torche et ces personnes fuient. On a vu ici Steve Biko qui a fui le plateau. On a vu ici Brandoumi Soumaïla qui a fui le plateau. Ouais. Mais nous on est là. Aujourd'hui, TikTok est là. Il faut dire les choses
telles qu'elles sont. TikTok est là aujourd'hui. La même chose que ces gens sont eu à faire de 2000 à 2010, mais c'est la même chose qui continue à le faire encore sur TikTok. Qui peut me dire que lui, il peut avoir un temps de parole sur un panel Gore, le même temps qu'on donne ici au Gore? Qui peut soulever son doigt pour le dire? Personne. Parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que nous avons pris le dessus. On a pris le dessus dans la communication. On a pris le dessus dans la vérité. Et c'est pour cette raison que les Gore aujourd'hui sont en train de s'attaquer en eux. C'est parce qu'on a pris le dessus. Sinon, si on n'avait pas pris le dessus là, ils n'allaient pas s'attaquer en eux. Comme ils savent aujourd'hui qu'on a... S'ils avaient reçu, ils allaient fêter même au pouvoir. Merci beaucoup. Exactement. Andy. Voilà. Donc, si tu les vois aujourd'hui s'attaquer en eux là, c'est parce qu'ils ont échoué, c'est parce que nous avons pris le dessus. Donc, tellement il y a eu des propos à l'interne, des gens qui les ont mis en confiance, donc aujourd'hui là, ça les énerve, ils sont obligés de sortir pour venir se dénoncer les uns contre les autres. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Nous, on est restés sains. Oui, on est restés sains. On ne s'est pas embrouillé. On a parlé, on a prêché la bonne parole. On a démontré par A plus B que nous avons fait le bon choix. Suivez-nous. Ils ont dit non, on ne peut pas vous suivre. On va suivre Laurent Gbagbo. Le résultat, il est où aujourd'hui? Il est là. Les enfants que Gbagbo a fait sortir dans la rue, ces enfants sont emprisonnés. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il avait dit que non, son nom sera inscrit sur la liste électorale. Lorsque le voyou, le délinquant, Lida Kwasi Moïse avait été arrêté avec le délinquant ambassadeur, Gbagbo a dit ici, dans une conférence, qu'ils ont arrêté Lida avec l'ambassadeur Koné, pensant que je vais demander pardon. Que je ne demanderai pas pardon. Mais quelques temps après, qu'est-ce qu'on a constaté? Le titre même du monsieur, je ne connais pas, peut-être Andy connaît, le monsieur qui était sur le plateau, on dit c'est un grand cadre de côté de Gbagbo qui a dit que J'avais Tiedré, secrétaire du PPACI. Non, ce n'est pas lui. Lui qui est sorti récemment là pour dire qu'il veut demander pardon là. Mais Ambaboy, ils sont allés même plus loin, les gens de Gbagbo là. Ils sont allés voir les chefs traditionnels. Ils sont allés voir quel groupe encore là. Les guides religieux, les musulmans. Ils sont allés voir les pasteurs chrétiens. Ils sont allés voir tout le monde parler de ça, je parle là. Je veux que tu me donnes le nom du monsieur qui est sorti sur le plateau récemment. On dit les quoi de Gbagbo, la coordinateur. Lui qui est sorti récemment pour dire que... Ah oui, je vois de qui tu parles, mais j'ai oublié son titre. Où ils ont parlé de 4e mandat, il dit que oui, ça a été consommé là. Il est jamais pour la question, mais vous avez dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Il dit non. Sur cette info. C'est le nom du monsieur même qui m'échappe. Mais quand Gbagbo lui dit ça, et que quelques temps après, on voit son numéro 2 venir sur un plateau, venir dire qu'ils sont prêts aujourd'hui à croiser le RHDP, à demander pardon, et on voit comment est-ce qu'ils sont en train de mettre les ingrédients pour demander pardon à travers les chefs religieux, les chefs traditionnels et autres. Ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui à Dimitri. Il s'est dit que, mais Gbagbo, tu nous as mis en confiance pour quoi? Tu comptais sur quoi? Tu comptais sur quoi et que tu as blagué les êtres humains, des gens qui travaillent comme lui-même Dimitri. Dimitri n'a pas été chassé du boulot, malgré qu'il a envoyé des gens en complicité pour aller brûler les bus. Oui, parce que Dimitri a brûlé les bus à Koumassi. Dimitri a participé à brûler des bus à Bobo, dépôt neuf, avocatier. Mais malgré ça, il n'a pas été inquiété.
Donc, il comptait sur quoi? Il comptait sur qui pour mener tous ces actes nauséabonds? Voici la question qui est là. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui pour dire que Gbagbo Laurent, c'est une enveloppe qui est très vide. J'ai dit, même moi, Amba Boy, j'ai plus de relations que Laurent Gbagbo. Je vous ai dit à l'approche des élections. J'ai dit, moi-même, Amba Boy, j'ai plus de relations que Gbagbo parce que Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'a aucune relation à l'international. Aucune relation. C'est une enveloppe qui est très vide. Donc, vous qui comptiez sur Gbagbo, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans la merde. Parce que ce monsieur, il ne peut rien faire pour vous. Mais les gens ne m'ont pas écouté. La preuve est là aujourd'hui. Non, il faut le dire. La preuve est là aujourd'hui. Où en sommes-nous? C'est un Ibrahim Zigui qui sort pour faire une note pour demander pardon. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, je finis en 2 minutes. À 44. Je finis à 44. Où en sommes-nous aujourd'hui? Un Damana Picasse qui est en prison. Steve de la Mauritanie en prison. Mais Gbagbo lui se sauve actuellement. Vous pensez que c'est son excellent le président Alassane Ouattara qui va venir salir ses mains dans Gbagbo, quelqu'un qui a à 1 minute d'Idjali? Non, le président ne va jamais le faire. Sinon, Gbagbo, présentement, on peut l'arrêter, on peut le mettre face à tous les crimes qu'il a eu à faire de 2000 à 2011. Oui, les preuves sont là. On peut les mettre face. Mais si on les met face quand on la emprisonne et qu'il est déjà là-bas, là, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne image même pour le pays. Bien vrai que lui, il a ordonné à ce qu'on dise à Gueye Robert, sachant que ce n'était pas une bonne image pour le pays, mais il a fait. Mais le président, son excellent Alassane Ouattara, ne va jamais le faire. Et c'est pour cette raison que son excellent, le président Alassane Ouattara, lorsque les militaires ivoiriens sont allés prendre Gbagbo dans le bunker, il a ordonné aux militaires que j'ai besoin de lui sain et sauf. Ne touchez même pas à un grain de ses cheveux. Parce que le président Ouattara, il veut tellement. Écoutez-moi bien, c'est important. Le président Ouattara veut tellement garder l'honneur de la Côte d'Ivoire. Il veut tellement laisser la Côte d'Ivoire saine et sauve pour ne pas entacher la Côte d'Ivoire du sang. Mais Gbagbo, il n'a pas réfléchi à cela. Lui, à son tour, lui, il a ordonné à ce qu'on élimine Gueye Robert et qu'on pas éliminer son excellent, le président Alassane Ouattara, chez lui. N'eût été l'échelle. Aujourd'hui, on ne parlerait plus du président Alassane, son excellence. Non, c'est important. Il faut lire entre les lignes. C'est parce que son excellence, c'est un monsieur qui a l'amour pour les Ivoiriens. Malgré toutes les preuves qui sont là tout à l'heure, il peut prendre Gbagbo, on le met face, on lui montre les choses et il est cloué. On le prend, on le met en prison. Mais ça nous apporte quoi? Quelqu'un qui est déjà mort politiquement. Gbagbo n'est pas une menace actuellement. La seule menace du président, pour le président Ouattara, c'est son âge. Je le dis, la seule menace sur le plan politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour son excellence le président Alassane Ouattara, c'est son âge. Sinon, il n'y a plus d'enjeu, tout est bouclé. Donc, salir ses mains dans Gbagbo, ce n'est pas ça qui sera la solution. La solution aujourd'hui, c'est d'écouter toutes les personnes qui ont été manipulées par le PPACI. C'est d'écouter ces personnes. En l'occurrence, Dimitri, on a écouté l'autre. Donc, pour chuter, je vais simplement dire ici que les preuves sont inondantes avec nous. Le PPACI a participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, les preuves sont là. Même le jeune qui a été arrêté, il dit, j'ai ici la vidéo, il dit les cadres du PPACI ont tenu des réunions avec eux.
Ils leur ont donné de l'argent liquide pour acheter des armes, pour acheter du pétrole, de l'essence, commencer à brûler la centrale de Jacquesville. Parce que cette centrale de Jacquesville, écoutez-moi bien, je suis sur ça. Parce que cette centrale de Jacquesville, lorsqu'elle sera atteinte, c'est au moins un tiers de la Côte d'Ivoire qui sera dans le noir. Et ils vont profiter pour aller casser la Maca. En cassant la Maca, il y a les autres camarades qui sont là-bas. Ça va permettre à ces personnes-là de sortir. Il a expliqué le plan. Donc, les preuves sont là pour attraper Gbagbo aujourd'hui, là, pour le mettre en prison. Là. Les preuves sont là. Mais le président Ouattara fait fi de ça parce qu'il ne va pas salir son nom. Non, 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 il ne va pas le faire. Gbagbo, il sera déjà de par lui-même. Dieu va faire le reste. Ce n'est pas le président, son excellence, qui va salir ses mains. Donc, sur ce, merci pour le temps qui m'a été accordé. Merci aussi à mon frère Andy. Merci à ma petite sœur Dame Ouattara. Merci à mon frère Situation. Voilà, je pense que Amba est là et on continue le débat. Merci. Elle a dit que c'était moi. Hein. Après toi, c'était moi, Amba. Amba, j'espère que tu es là, mon gars, le détective privé. Comment tu vas, mon frère? D'accord. Oui, vas-y, est-ce que tu as le D'accord. niveau? D'accord. Je parle. Ici, là, c'est argument contre argument. Argument contre argument. Et, mon gars, Andy est là. Et en fait, moi, je ne veux pas trop revenir sur Gbagbo Ouattara. On a trop débattu dessus. Parce que quand j'ai compris comment fonctionne le monde, bon, après, j'ai dit non, tout ça là, c'est nous, on se fatigue. Regardez, quand Bédié prend le pays, la Côte d'Ivoire sur ajustement structurel, Guéhi jusqu'à Gbagbo. Près de 33% du PIB ivoirien même était consacré à quoi? Au remboursement de la dette. Quand Gbagbo prend le pouvoir, c'est difficile. Les bailleurs de fonds même n'étaient même pas là. C'est sous Gbagbo même qui commençait à venir un peu même. Et puis bon, après la crise est venue, parce qu'il commençait à donner confiance de 2000 à 2001, et puis la crise est venue, ça a encore ralenti les choses. Et quand Gbagbo vient, vous-même vous avez entendu parler du budget sécurisé. C'est parce que c'était difficile, les bailleurs de fonds avaient plié bagage, c'était difficile. Toujours sur ajustement structurel et toujours remboursement de la dette. Mais quand Ado prend le pouvoir, regardez en décembre 2012, quand Ado prend le pouvoir, regardez en décembre 2012, le PND, près de 11 000 milliards mobilisés les bailleurs de fonds pour venir faire quoi? Investir en Côte d'Ivoire. Et comment? Quand un pays sort de la crise, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Quand un pays sort de la guerre, des crises, là, il y a toujours des fonds qu'on met pour reconstruire le pays, les infrastructures, tout. Même après la Première Guerre mondiale, même après la Deuxième Guerre mondiale. Et regardez ces pays, même l'Ukraine et autres, ils vont mobiliser des fonds pour repartir. C'est comme si les Français disaient, bon, et la Côte d'Ivoire... Mais pourquoi au Libéria, en Sierra Leone, on n'a pas eu ça? Laissez-moi finir, ou bien... Et le PND a été mobilisé en 2012. Près de, je pense 11 000 milliards ou 22 000. Je vais essayer de me renseigner. Je n'ai pas dit truc, mais vous pouvez m'aider. Le PND, 2012-2015, près de 11 000 ou bien combien? À 22 000 milliards. Bon, aidez-moi à ce niveau. Je vais me souvenir du montant. Dès que le président Alassane Ouattara arrive, sous Bédié, il n'y avait pas ça. Sous Gbagbo, il n'y avait pas. Sous Guéhi, il n'y avait pas. Sous Ado, dès que lui il arrive, voilà en même temps le PND, 2012-2000, mobilisation, construction de tout. C'était planifié à Paris en 2012. Allez-y vous renseigner. Construction des infrastructures, tout l'argent était mis à sa disposition. Moi, je dis qu'Ado est bien arrivé au pouvoir. Donc, si je veux comparer les gens, je ne vais même pas rentrer dans ce truc-là même. Ado est très bien arrivé au pouvoir. La chance qu'il a eu là, si les Gbagbo avaient eu les 11 000 milliards aussi, peut-être que la Côte d'Ivoire ne serait pas là. Si les Bédié avaient eu les 11 000 milliards là, à cession au pouvoir, ou bien 22 000, on ne serait pas là. Donc, déjà, voilà ce qui est factuel quand Ado arrive au pouvoir, quand on veut comparer. Voilà comment lui il arrive au pouvoir. C'est comme un parent qui est là, un papa comme nous tous. On était en seconde et puis on a notre premier fils. Ça galère sur lui, ça galère sur lui. Et un jour, je deviens directeur de société, puis mon enfant naît. Un autre enfant naît. Mon premier fils, il est né dans la galère. Mon deuxième fils est né, quand j'avais maison, j'avais voiture, j'avais tout.
Ça existe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Gbagbo, tous ceux qui sont venus dans la difficulté, mais Addo est bien arrivé au pouvoir. Donc, si elle veut comparer un peu, ça va être un peu difficile à ce niveau. Ça, donc, moi, je ne rentre pas trop dedans. Mais, mon ami Ambaboy, comme toi et moi, on discute normalement, je voulais te parler un peu de l'argument que tu prends et tu viens, tu nous dis que c'est parce que c'est le nouveau quartier qu'il n'y a pas d'eau. Cet argument-là est très vilain. Et Ambaboy, toi, tu es mon ami, je ne veux pas que tu utilises cet argument-là ailleurs. Ça n'a qu'à se limiter ici. C'est comme une dame qui a un petit kiosque, restaurant, elle prépare ses clients, c'est 50 personnes. C'est 50 personnes. Et puis un jour, elle apprend qu'on ouvre une école, université à côté d'elle, et il aura près de 100 élèves qui vont venir manger dans son restaurant. Et puis pour les 50 personnes qu'elle préparait, elle garde toujours ça comme ça. Quand les 100 élèves vont venir manger là, comment ça va se passer? Ça ne va pas suffire. Tout est proportionnel. Quand elle va faire son restaurant, elle va tenir compte maintenant de ces 100 personnes qui sont arrivées. Il faut chuter en 30 secondes. On t'a donné au moins 7 minutes. Tu as commencé à 54. Tu as commencé à 44. Il est 51. Tu as fait 7 minutes. En bas, on n'arrive pas à parler. Vous êtes pas bon. Laisse-moi chuter. Non, tu as commencé à 44. Les châteaux d'eau qu'on construit, il y a une capacité. Oui. Donne-lui encore 5 minutes, s'il te plaît. Ok. Donc, tu finis à 56 parce que vas-y, modéré. ma petite soeur est occupée. Tu finis à 56. Voilà. Vas-y, 5 minutes encore. Vas-y. Voilà. Donc, en bas, on est un pays très, très sérieux, avec des dirigeants sérieux. Quand on vient et puis on construit un château d'eau pour 50 personnes, et qu'il doit avoir 200 personnes, on prévoit. Et c'est pour ça qu'on a élu, on dit que les babos là ne valaient rien, c'est pour ça qu'on les a enlevés. Et on a mis un expert qui est dans l'anticipation. Donc lui, il sait que le château d'eau a une capacité de peut-être 1000 mètres cubes d'eau pour approvisionner 200 personnes. Et qui donne les ACD là? Les ACD là, qui donne ça? Qui approuve les terrains? C'est l'État. L'État sait que désormais, dans ce quartier-là, il y a près de 200 personnes qui vont résider parce qu'ils ont donné 200 ACD. Les personnes de quartier vont se développer. Qu'est-ce qu'on fait? Avant de pouvoir donner l'eau à ces personnes, tirer les tuyaux pour aller dans les maisons et dans les concessions, là, l'État va déjà prévoir pour dire que ça ne peut pas arriver. Donc, on a qu'à déjà construire des châteaux. Dans ce nouveau quartier-là, ce qu'on devait faire, l'État sérieux, là, c'était d'abord de construire des châteaux avant que les gens même ne viennent là-bas. Parce que approuver terrain, ACD, tout ça, c'est l'État qui donne. Donc, ils ont les cadastres de toute la ville. Ils savent que dans 5 ans, ici, là, on aura 200 personnes. On construit en anticipation des châteaux d'eau. Donc, mon ami en bas, quand tu es en train de me dire non, que oui, c'est des nouveaux quartiers, il faut enlever cet argument. Parce que ça irresponsabilise plus le gouvernement. Donc, je ne veux pas que tu donnes cet argument. On a tout un gouvernement sérieux, donc il ne faut pas donner cet argument-là. Maintenant, quand tu parles d'Abobo, moi, j'étais à BC, moi, j'étais au quartier BC, j'étais en seconde. Je fréquentais au collège 5 fois d'Abobo. Vous tu sais, si tu as Bobo, tu connais le collège 5 fois et tu connais BC. Moi, j'étais juste derrière le collège 5 fois. On n'avait pas d'eau là-bas. Pendant que moi, j'étais en seconde, jusqu'en 2005, j'étais en seconde. Aujourd'hui, même là, jusqu'à présent, les gens prennent toujours l'eau dans les barriques. C'est-à-dire qu'avant qu'Ado même ne vienne, jusqu'à il est là, on a toujours ces mêmes problèmes-là. Mais BC, ce n'est pas un nouveau quartier à Bougon. Yopougon, quand on parle de Mikao, Yopougon, quand on parle, ce n'est pas un nouveau quartier. Aujourd'hui, il y a un problème d'eau qui est réel. Présentement, où je suis en train de te parler, je suis avec mes gars en train de faire un petit projet à Oragayo. À Oragayo, l'eau est coupée voilà, près de 4 jours. Je te parle de présentement, ils sont là-bas parce qu'on doit faire un petit truc de construction de quelque chose. Ils disent que non, ça a retardé parce qu'il n'y a pas de l'eau là-bas. Il n'y a pas l'eau là-bas, il n'y a pas courant. Ça, je quitte Abidjan pour aller un peu là-bas, une petite ville. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Ce n'est pas là-bas seul. Moi, j'étais à San Pedro parce que notre base logistique est à San Pedro. À San Pedro, là, avant la canne, on était là-bas, tout le monde se plaignait. On disait, mais comment la canne va se passer? Je suis à San Pedro. Moi, oui, je suis à San Pedro. Mon ami, laisse-moi te dire, je te parle de San Pedro au lac. J'étais au lac. Tu vois Carrefour Céleste, non? L'immeuble qui est Carrefour Céleste, et puis il y a le supermarché en bas là. Moi, je vivais là. Je te parle de quelque chose de récent. Hein. Je pouvais faire 1 semaine sans de l'eau. C'est moi qui te parle. Je n'ai pas dit San Pedro et ceux qui étaient là-bas longtemps. Hein. Demande même à des gens, tu dis tu es à San Pedro. Et si tu es à San Pedro, sincèrement, laissons politique. Et je te parle de Carrefour Céleste, l'immeuble qui est là, quand tu arrives et puis il y a le supermarché en bas là. Je vivais au 3e. Je te parle de 2024 tout près là. On avait un problème d'eau à San Pedro et tout le monde laissait au lac. Est-ce que tu vois un peu? Après, je suis venu vers Boulangerie, j'ai déménagé pour prendre une maison. Tu dis 2024. Aujourd'hui, on est en 2026, non? Toi, tu dis 2024. Non, c'est toujours réel. Moi, je pense que tu parlais de récent. Écoute-moi.
Écoute-moi, frère, tais-toi, j'ai dit que j'étais déjà depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui au lac. L'eau se coupe à San Pedro, au lac. Ma cour actuellement à Jules Ferry. Jules Ferry, cité comme à Sako là. C'est là-bas que je suis actuellement. L'eau se coupe toujours. Je te parle jusqu'à maintenant. C'est en 2024 que je suis parti à San Pedro. Donc, je suis en train de vous dire quoi? Aujourd'hui, quand un problème est réel, il ne faut pas on va politiser. Quand un problème est réel, on saisit nous tous. On ne dit pas oui, c'est lui là qui a fait, lui là qui a fait, lui là qui a fait. Et puis on saisit nous la population, on met la pression à notre gouvernement pour pouvoir le faire. On ne vient pas pour dédouaner nos gouvernants. On leur met la pression pour nous donner du bien. De vous au RHDP comme nous partout dans l'opposition, on met la pression au gouvernement. Pourquoi toujours vouloir discuter pour dire aujourd'hui, toi tu vas venir t'arrêter devant moi pour dire non, à San Pedro, il n'y a pas de coupure. C'est ce que tu vas venir faire de suite. Or que j'ai vécu là-bas, je vis, je te donne les noms. Ton temps arrivé, tu as dit que tu as donné 12 minutes. Donc vraiment, c'est que je dis... Excusez-moi, j'étais en train de faire la prière. Voilà. Ma petite, c'est... Le problème, si tu es là, il faut reprendre maintenant les choses ensemble. On va mettre la pression à nos gouvernements. Non, saisissons... chuter, s'il te plaît. Je chute, voilà. Le problème, il est réel, le problème d'eau. Non, je chute, Andy, s'il te plaît. Le problème d'eau est réel en Côte d'Ivoire, le problème d'électricité. Le gouvernement même a reconnu. Et le gouvernement dit qu'il y a des mesures qui ont été prises. Vous, sur les panels, vous venez défendre ça là, comment quand le gouvernement même reconnaît. Vous dites oui, effectivement, voilà, on est en train de faire truc. Vous venez justifier, non, les quartiers sont nouveaux, tout, sincèrement, les gars. Mettons la pression au gouvernement pour qu'il réalise des choses pour nous. C'est pas politique. Quittons dans la politique là, mettons la pression à ce gouvernement là. Il faut dire ça là. Quand vos services, même sur votre tente là, qui transportent l'eau sur la tête et puis sont les barrières. Qu'est-ce que Lida Kwasi Moïse a dit ici? Il faut lire. Le modéré, il faut lire ça là avant qu'Andy va faire... Moi, je parle de quelque chose de réel factuel. Oui, voici l'histoire de politique là, je suis pas trop... Moïse, qu'est-ce qu'il a dit concernant son excellence le président Alassane Ouattara? Lui qui était le ministre... Non, ça là, je ne suis pas dedans, c'est genre de débat là. Moi, je suis dans les débats actuellement. Voilà, quand Amba parle... Non, moi, je parle de... Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Non, attends. Ça là, je ne suis pas dedans. Ok, donc, ferme ton micro. Quand j'ai dit ici que Babo a envoyé des gens pour aller dire son excellence Alassane Ouattara, voilà Lida Kwasi Moïse. On m'a limogé du gouvernement pour n'avoir pas tué Ouattara. C'était le ministre de la Défense en ce moment. Lida Kwasi Moïse. Et après 2002, il a été limogé de son poste de ministre de la Défense. Viens me parler de l'eau là, laissons tout ça là. Merci beaucoup. Ça. Parlons de l'avenir, s'il te plaît. Et ce journal appartenait à M. Seribaï. Seribaï, ce journal-là, ça appartenait à Seribaï. Merci beaucoup. Et les preuves sont là. Continue, mon frère Andy. Merci beaucoup. Attends, il y a papa, Dieu aime, je ne sais pas si lui a parlé. Après, toi, il va parler. Ok, ça marche. D'abord, je vais commencer par donner aussi un conseil à modérer. Comme il voulait donner un conseil à mon frère Amba Boy, en lui disant de ne pas aller raconter ce qui est une vérité d'ailleurs, à l'extérieur du panel, nanani, nanana. Donc, je vais aussi prendre aussi ce même culot là pour donner aussi un conseil à modérer. Pour dire à modérer, la bêtise que tu as racontée tout à l'heure là, que sous Laurent Gbagbo, 33% du PIB était alloué au service de la dette. Pardon, je te demande pardon, je me mets à genoux. Bodje, il ne faut plus aller raconter cette bêtise là hors du panel des cadets là. Ici, là, on accepte tous les doïs. Mais pardon, peut-être dans d'autres panels là, si tu es parti lancer un tel doïs encore, on peut t'attraper même dans ton téléphone même pour te frapper. Donc vraiment, comme je t'aime là, je te donne ce conseil là. Il ne faut plus aller raconter cette bêtise là ailleurs. Ce n'est qu'à s'arrêter ici. Nullement, aucunement et au grand jamais, 33% du PIB de la Côte d'Ivoire n'a été affecté au service de la dette entre 2000 et 2010 sous Laurent Gbagbo. Je ne sais pas d'où tu tiens ton information là. Le plus gros pic, c'était en 2008 et c'était 10,4%. Sinon, ça a toujours traîné en 6%, 7%, 8%. Et le plus gros pic, c'était en 2008 et c'était 10,4% du PIB qui était affecté au service de la dette. Donc vraiment, garde-toi d'aller raconter ce que tu as raconté là ailleurs. Quand j'ai fini de dire ça, tu nous dis encore, le gouvernement même reconnaît qu'il y a des coupures d'eau, des coupures d'électricité, et nous venons sur des panels pour contester cela. Mais ça me fait rigoler, cher frère modéré. Tout à l'heure là, peut-être tu n'as pas suivi, mais Amba Boy a montré ici une cartographie des...
Partage ton opinion en commentaire.